À la une ce soir, les fonctionnaires ont répondu à l'appel de la mobilisation nationale. Écoles, mairies, hôpitaux, de nombreux services ont été perturbés aujourd'hui. Les syndicats protestent contre les réformes du gouvernement. Le procès d'Alfred Marie-Jeanne, de sa fille et de son gendre a finalement été reporté. Aucune date n'a été annoncée pour l'instant. Les plaidoiries des avocats des mises en cause ont été suivies. Nouvelle discorde au sein de la majorité grosmornaise. Le dernier conseil municipal a été reporté faute de quorum. Les élus remettent en cause les méthodes de leur maire. Aujourd'hui, journée mondiale de l'eau, l'occasion pour nous de faire le point sur notre réseau. Florent Grabin, président de l'association écologiste Puma, nous parlera de son combat pour veiller à la qualité. Et puis, coup de projecteur ce soir sur un artisan chocolatier. Il prépare de nombreuses gourmandises pour ses clients. Les produits locaux seront mis à l'honneur encore une fois cette année. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. L'appel à la mobilisation nationale dans la fonction publique a largement été relayé chez nous. Services municipaux, éducation nationale et santé, autant de secteurs qui ont été impactés aujourd'hui. Les syndicats ont tenu à manifester contre les réformes du gouvernement. Ce sont environ 1000 personnes qui ont fait le déplacement dans les rues de la capitale ce matin. Reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël Rony. Des fonctionnaires à l'unisson, le cortège s'engouffre dans les rues de Fort-de-France. Les manifestants pointent une nouvelle fois du doigt les dysfonctionnements au sein de leur service. Pour un service public de qualité. Non, non, non aux suppressions de postes. À commencer par ceux de l'éducation nationale, qui n'en sont pas à leur première mobilisation. Nous sommes contre le gel du point d'indice, nous revendiquons un service public de qualité et dans le contexte d'aujourd'hui, nous sommes aussi mobilisés contre les suppressions de postes et les suppressions de divisions dans les collèges et lycées. Et en ce qui concerne les écoles, eh bien, nous sommes aussi contre les suppressions des aides administratives à la direction. Un peu plus loin, la fonction hospitalière. Pour la première fois, médecins, cadres et personnels soignants du CHU ont fait front commun pour sauver l'hôpital en faillite, mis sous tutelle il y a 3 mois. Notre trésorerie a besoin de 50 millions d'euros pour pouvoir permettre de payer le fonctionnement au quotidien, acheter les couches, les blouses, les pansements, tout ce qui est nécessaire pour qu'un hôpital puisse fonctionner. Sans ce financement et le poids des fournisseurs est tel qu'actuellement on a un système qui dysfonctionne et qui met en péril la sécurité et la qualité des soins. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse payer aux fournisseurs une partie de la dette, pour permettre d'alléger la pression et pour qu'ils nous livrent dont on a besoin au quotidien. Comme on ne peut pas les payer, c'est sur les charges sociales qu'on va alléger le poids de l'établissement. Plus de 1000 personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer une souffrance généralisée dans la fonction publique, renforcée par la multiplication des réformes. Ce qu'on appelle la DGF que l'État donne pour les collectivités est en diminution. Et cette dotation qui est beaucoup d'argent par rapport aux collectivités, si l'État continue à diminuer sur le montant de la dotation de fonctionnement, les collectivités ne pourront pas tenir la masse salariale. Parce que dans l'ensemble des communes de Martinique et de notre commune, c'est le fonctionnement qui prend beaucoup plus d'argent. Cette journée morte a paralysé de nombreuses structures aujourd'hui, et notamment les écoles. Comme ici à Fort-de-France, 11 des 13 établissements étaient fermés. Même constat pour les crèches publiques de la ville. Seuls 2 ont accueilli les enfants jusqu'à midi. Les parents ont dû aviser. Je ne travaille pas aujourd'hui, mais c'est vrai que j'avais quand même 2 petits rendez-vous ce matin, ce matin à partir de 13h, donc j'ai dû quand même venir chercher ma fille et donc reporter mes rendez-vous. Je suis le grand-père de Kila, donc comme ça maman ne peut pas la récupérer, j'ai fait mon possible pour la récupérer. Et donc c'était galère aujourd'hui pour s'organiser ? Non, pas spécialement pour moi, non, mais il fallait s'organiser quand même. Au CHU en revanche, malgré la mobilisation massive du personnel soignant, un service minimum a pu être assuré. Le retour à la normale est prévu dès demain dans les institutions publiques. Proportionnellement au nombre d'habitants, la Martinique est aujourd'hui le territoire où l'on compte le plus de fonctionnaires. Toujours au chapitre social, suite à l'appel à la grève de plusieurs syndicats, Air France prévoit d'annuler environ 25% de ses vols demain. Dans le détail du programme des vols, 70% des vols longs et moyens courriers seront maintenus. Pour ceux qui ont des correspondances, sachez que 80% des vols courts courriers entre
Paris et les provinces seront maintenus. Des perturbations et des retards ne sont pas exclus. Vous êtes bien évidemment prié de vous renseigner sur le maintien ou non de votre vol sur le site www.airfrance.com. Justement, partons à Paris avec ce rebondissement dans l'affaire Green Parrot. Contre toute attente, le procès d'Alfred Marie-Jeanne, de sa fille et de son gendre a été reporté à une date non définie pour l'instant. La plaidoirie de l'avocat des mises en cause a finalement payé. Le tribunal de Paris a statué le renvoi de l'ordonnance au ministère public pour la faire régulariser. Explication de Solène Boissy. Alfred Marie-Jeanne est arrivé et repartira serein de cette audience. Pendant près de 2 heures, les avocats des différents prévenus ont plaidé pour la nullité de l'ordonnance de renvoi. Le procureur de la République a lui-même admis les irrégularités présentes dans ce document. La présidente de la 11e chambre du tribunal correctionnel a tranché. L'ordonnance sera renvoyée au ministère public pour la faire régulariser. En d'autres termes, c'est un retour à la case départ, mais pas pour Alfred Marie-Jeanne. Pour moi, c'est terminé. Oui. C'est le procès des autres. Oui. Mais je regarde ça avec indifférence, c'est tant pis pour eux. En fait, la philosophie de ce qui s'est passé aujourd'hui peut être résumée en une phrase: tel est pris qui croyait prendre. Nous avons assisté à quelque chose de très fort dans cette audience, c'est la marche arrière du parquet de Paris. Une affaire qui démarre en 2010 avec les révélations dans la presse d'un certain Green Parrot qui accuse le président du conseil régional d'avoir usé de son influence pour contracter le compagnon de sa fille, Mark Frampton, sur la reconstruction d'une école en Dominique. Dans ce dossier, Alfred Marie-Jeanne et sa fille comparaissent pour faux, usage de faux et prise illégale d'intérêt. Le fond du dossier n'aura finalement pas été abordé, mais la contre-attaque est déjà enclenchée. C'est au départ nous qui portons plainte pour diffamation. Et puis quand on sent que la diffamation prend des tournures un peu, on va dire, politiques, parce que c'est au départ politique, on met en scène autre chose. La plainte pour faux déposée par Alfred Marie-Jeanne et sa fille concernant le document présumé antidaté sera examinée en appel le 24 mai prochain. La décision de la Cour d'appel pourrait impacter ce procès, voire conduire à l'annulation des procédures à l'encontre du président de la collectivité territoriale de Martinique. De retour en Martinique avec un nouveau désordre au sein d'un conseil municipal du Gros-Morne. Le dernier en date n'a pas pu se tenir faute de quorum. Les élus de la majorité refusent de siéger, entraînant des délais dans le traitement des dossiers. Il semblerait que ce soit les méthodes du maire Gilbert Couturier qui ne fassent plus l'unanimité au sein de son équipe. Voyez ce reportage de Johan Boulard. L'objectivité de l'information et de la pleine information de la population. Réunion d'urgence entre un maire et son premier adjoint. Mardi, le conseil municipal était ajourné. En plus des 9 élus qui jouent leur rôle d'opposants, une partie de la majorité pratique la politique de la chaise vide. Il y a des dossiers, les choses sont là dans les starting blocks. Maintenant, de temps en temps, on a besoin de réunir le conseil municipal pour pouvoir prendre des décisions. Un élu qui est absent sans justificatif 3 fois de suite, le maire saisit le tribunal administratif. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous imaginez jusqu'où je suis obligé d'aller? Une solution qui se veut jusqu'au boutiste puisque la situation est récurrente. Cette conseillère municipale fait partie des grands absents. Elle refuse de travailler dans ce modèle d'organisation. Elle le juge dépassé et despotique. Je ne vais pas sortir à mon travail, toute une journée à travailler, et puis je viens m'asseoir dans une préparation de conseil municipal. Je n'ai pas de document, je vais me péter la tête pour lire un document. Je suis désolée. Il faut qu'on ait les documents en amont pour pouvoir travailler. Comme cela, nous serions plus réceptifs. Quand on vient dans une préparation, on n'a pas les documents, nous ne sommes pas réceptifs. Il faut que monsieur le maire l'entende et le comprenne. On a l'impression que nous sommes mis à l'écart. Et maintenant, monsieur le maire, nous avons envie de travailler. Nous avons été élus par une population. Permettez-nous de travailler avec vous. Un mal-être vieux de 4 ans, auquel la municipalité aurait tenté de remédier depuis. Tous les 2 lundis du mois et tous les 2 mercredis du mois, il y a des espaces d'expression de parole pour échanger entre nous sur les dossiers de la ville. Il ne faut pas qu'on prenne la population en otage. Une population qui se dit indignée. Ça me fait honte. Ça me fait honte de voir ma commune
une commune du Gaumont que j'ai vécue. L'intérêt général devrait être l'unique préoccupation des élus. À l'heure actuelle, Gavier dit même pas là, mon père de confiance dans tous les élus martiniquais. C'est très malhonnête de la part des élus parce qu'ils ont été mis en place par une population et c'est très malhonnête de ne pas déjà respecter la population en place. D'autant que des projets d'urbanisation du bourg seraient sur le point d'être finalisés. En tout cas, Marie-Louise l'assure, elle ne participera pas à l'Assemblée du 27 mars. Reste à savoir si le quorum sera atteint. Une ambiance tendue également au sein de l'Union des femmes de Martinique. L'association rencontre aujourd'hui de grosses difficultés financières et n'aurait plus les moyens d'assurer ses missions ni les salaires des employés. Il manquerait en tout 50 000 € de trésorerie. L'association, qui vient en aide entre autres aux femmes victimes de violences conjugales, vit principalement des subventions de la CTM, sauf que voilà, une partie des aides ne serait toujours pas versée. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Nous avons eu une diminution de certaines subventions, mais en l'occurrence, la CTM a, après coup, diminué une subvention de solde de 2016 et pour laquelle nous sommes en train de réexpliquer l'utilité, puisque en fait, nous n'avons pas fait de bénéfices, nous ne faisons pas de bénéfices, nous sommes même légèrement déficitaires en comptant la totalité de la subvention qui nous était promise et qu'il nous est difficile d'absorber au niveau comptable ce différentiel de plus de 47 000 €. Nous avons montré la nécessité des actions que nous menons et notamment de cet espace d'écoute qui répond à un besoin, qui reçoit près de 500 femmes chaque année. Maintenant, nous ne pouvons pas faire plus que ce qu'il nous est possible de faire en essayant d'actionner tous les leviers, mais nous restons des bénévoles, nous ne sommes pas responsables de la politique ni nationale ni locale en la matière et nous allons en tirer les conséquences malheureusement pour les femmes de Martinique et pour les salariés que nous avons. Il nous faut à peu près 50 000 € si nous voulons nous remettre à flot et en tout cas avoir le niveau de subvention que nous attendions. Et notez que vous pouvez adresser vos dons par chèque à l'association UFM, 17 rue Lamartine à Fort-de-France, ou contacter l'association via leur page Facebook UFM Martinique Asso. Aujourd'hui, 22 mars, et c'est la journée mondiale de l'eau. L'occasion pour nous de nous pencher ce soir sur cette ressource précieuse. Contrairement à d'autres pays, nous y avons facilement accès directement dans notre maison. Quoique, petite pensée pour les habitants de Grand-Rivière. Et nous allons en parler tout de suite avec le président de l'association écologiste Puma, Florent Grabin. Bonsoir à vous. Mes respects, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs d'ATV. Alors, vous êtes très attentif à la qualité de l'eau. D'ailleurs, vous avez eu de nombreux échanges avec les services de l'État pour leur demander des analyses complémentaires. Aujourd'hui, que pouvez-vous dire sur la qualité de l'eau que nous consommons à partir des robinets en Martinique? C'est un combat qui est vieux depuis 40 ans. Hier, on nous donnait à boire de la matière fécale. Et grâce à Pierre David, c'est l'association Appels, nous avons pu mettre de l'ordre dans cette affaire. Aujourd'hui, le volet est chimique. Et là, c'est grave. Et lorsque nous demandons au service de l'État de nous fournir les documents, ils nous les donnent. Là, dans ce document, vous avez plus de 375 molécules au robinet en ce moment, confirmées par l'État, par une autre lettre. À ce niveau, nous n'avons pas de difficulté en ce qui concerne les échanges et faire les analyses. Puisque nous ne faisons pas les analyses, nous demandons à l'État de les faire. Qui est le responsable? Nos maires. Ils sont tous. La Martinique, la gestion de l'eau, c'est un problème martiniquais. Maintenant, il faut savoir une chose. Pour produire de l'eau, que se passe-t-il? On va chercher notre eau brute dans l'usine, on la traite, et il y a ceux qui achètent pour revendre. Là, nous avons une décision de la Cour régionale des comptes. Que se passe-t-il dans cette décision? Vous avez la CACEM qui doit au SIXMA et à la SME, attendez bien, 4 600 097 centimes d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De l'argent où la CACEM a acheté de l'eau, vous a prélevé l'eau des facturations, puisque lorsque vous achetez l'eau, vous êtes obligé de payer cette eau, donc vous a prélevé cette eau, vous a prélevé l'argent, et ne restitue pas l'argent aux autres. Résultat des causes de cette affaire. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ne sont pas payées. Donc faillite totale. Il y a beaucoup de fournisseurs qui ne sont pas payés. Et aujourd'hui, loin de faire ce qu'il faut pour améliorer la qualité du réseau, on est en train de chercher de l'argent partout. Alors, vous parlez d'une très mauvaise qualité du réseau d'eau potable, mais il y a quand même des normes qui sont respectées. Enfin, les normes ne sont pas respectées. Prenons le cas de l'assainissement. Actuellement, le préfet a en main
une trentaine de mises en demeure sur les mairies et 8 précontentieux européens. Le préfet n'applique pas. Ça veut dire quoi? Il ne faut absolument pas consommer l'eau du robinet aujourd'hui? C'est ce que vous nous dites? C'est sur le réseau. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de l'eau du robinet? Heureusement pour nous, ce n'est pas sur l'intégralité du réseau. Il y a des communes particulièrement. Il y a des communes particulièrement. Lesquelles alors? Dites-nous. Pendant toute la partie nord-atlantique qui descend vers le sud. Il vaut mieux éviter de consommer l'eau potable? Pas éviter de consommer. De mettre la pression qu'il faut, sans jeu de mots, pour que les maires puissent rétablir la qualité et refaire les réseaux. Il y a un énorme chantier à mettre en place sur ça pour respecter cette population. Alors l'État nous dit, et se cache simplement derrière les normes, mais la norme c'est 0 pesticide pour un scientifique. Maintenant, lorsque vous accumulez différentes molécules chimiques, le résultat est là. Aujourd'hui, en fait, ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'il y a des traces de pesticides, mais qui ne sont pas néfastes pour la santé. C'est ma question là. Ce sont des traces de pesticides qui, à terme, sont dangereux. D'accord, mais donc, en fonction des normes, pour l'instant, elles ne sont pas dangereuses. La question de normes, c'est une espèce de... Oui, mais on trompe la population. Elles existent, les normes, donc il faut la norme, les prendre en compte quand même. Dans un pays qui a autant consommé de pesticides, autant délivré de pesticides, on ne peut pas s'asseoir simplement en disant qu'on a respecté la norme. Souffrez de savoir une chose, les enfants de 1990 auront 30 ans en 2020. C'est une bombe de cancer qui est en train de nous attendre. Donc on est en train simplement de donner à cette population la mort à petite dose. Et tous les scientifiques avec qui nous travaillons au niveau national et international se disent nous ne comprenons pas. Il faut agir très vite. Et que vous disent les services de l'État que vous interpellez très régulièrement? On a vu que vous avez eu beaucoup d'échanges de courriers, vous les avez envoyés. Ils disent que les normes sont respectées. Bon, maintenant derrière, dans les analyses, ils trouvent des éléments. Par exemple, dans cette analyse sur Vivet, ils nous disent que Vivet traite à 97%. Les 3% restants. Les 3% restants. Or, lorsque Vivet a lavé l'eau brute et vous la distribuez, 200 mètres plus loin, par relargage, le biofilm qui se trouve à l'intérieur du tuyau vous renvoie par relargage ces molécules de pesticides. Et l'État en est parfaitement conscient. C'est pourquoi nous disons, tant à l'État, à ceux qui gèrent la question de l'eau, si on veut régler le problème, qu'ils viennent, qu'ils aient le courage de venir là, sur votre plateau, et qu'on en débatte. Pour l'instant, lorsque vous irez demain leur dire, voilà, ils vous disent, mais non madame, Puma vous trompe, nous avons respecté les normes, mais vous avez ingurgité 375 molécules. Mais qui sont dans les normes, c'est ça ma question. Non, ces 375 molécules ne doivent pas se trouver dans l'eau. C'est pas une question de normes, quoi que ce soit. On vous dit de ne pas boire d'alcool. Mais je vous donne tous les jours une petite goutte, vers minuit, vous êtes sous. Donc, le problème, il est là, ce sont des effets différés. Ce sont des effets différés, ça ne va pas vous tuer tout de suite. Ce sont des effets différés, et 20-30 ans après, avec tout ce que nous mangeons, soit de l'import, soit du local, plus l'eau. Vous entendez tout le débat actuellement sur les molécules en Martinique, parce que nous avons fait taire les services de l'État pour dire sortez de l'histoire de la chlordécone, allez sur l'ensemble des molécules. Vous voyez l'état de la population aujourd'hui en termes de maladies et autres. Et quelles sont les actions que vous avez l'intention de mener une fois que vous avez constaté tout ça? Non, nous avons constaté. Et aujourd'hui, nous sommes en action. Nous sommes en action. Oui. Nous avons des actions judiciaires à entamer. Nous avons la pression médiatique à mettre en place et faire en sorte que les maires puissent respecter cette population. Ce n'est pas le préfet, ce sont les maires qui décident sur cette affaire. Que les maires fassent les investissements, que l'on paye les entreprises, que l'on récupère cet argent. Et comme je vous dis, l'eau payant l'eau, c'est le consommateur. À chaque fois qu'il a ouvert son robinet, il a payé la réparation de tout ça. Ce sont des travaux qui ne se font pas. Très bien. Donc l'urgence pour nous, c'est que l'on prenne l'entier réseau. On a 5000 km de tuyaux à reprendre. On a plus de 380 stations d'épuration à refaire. Et dernier point, à chaque année, l'État vous dit, la plage était bonne l'année dernière. C'est aujourd'hui que je veux savoir. Or, lorsque nous recoupons tous les documents, nous constatons quoi? Là où se baignent nos enfants, il faut faire de l'activité nautique. Cette eau n'est pas sous le contrôle de l'État. Ils disent que ce n'est pas une plage. C'est au monsieur le maire. Le maire ne fait pas l'analyse. Vous parlez de là où les enfants font les activités nautiques. Montcabri et ailleurs. Donc ça, c'est le premier danger. Deuxièmement, lorsque nous recoupons l'ensemble de vous des mises en demeure qui sont prises par le préfet pour dire aux maires respecter et ainsi de suite, ça n'est pas fait. Et dernier point, prenez par exemple l'exemple de ce qui s'est passé à Séguinou. Ça fait 9 ans cette année que Séguinou, pour 83 mètres, on n'est pas capable de trouver l'argent pour pouvoir faire ce réseau.
Or, nous posons la question, où est passé cet argent que vous avez pris de la poche du consommateur pour faire les travaux? Merci à vous d'avoir répondu à moi de vous remercier. Puis le temps qui nous était imparti est terminé, mais faisons un vrai débat. Faisons un vrai débat. Je vais vous donner tous les biscuits. L'appel est lancé. Tous les biscuits qu'il faut pour ne pas vous faire couillonner par les services de l'État. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Madame. Et nous continuons à parler de l'eau, mais nous partons en Guadeloupe. La présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, a inauguré ce matin la nouvelle unité de captage sur la rivière Ferry à Déhay. Celle-ci devrait permettre de mettre cette commune à l'abri des coupures d'eau, même en période de sécheresse. C'est un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter et Patrick Curie. Le second captage de la rivière Ferry vient renforcer l'alimentation en eau de l'usine La Coque, seule usine à fournir de l'eau aux Désiens. C'était un besoin pour la commune d'avoir ce deuxième captage, cette deuxième usine, surtout qu'en cette période de carême, je crois que c'était l'occasion pour moi, cette journée de l'eau, cette entrée dans le carême, de venir à côté de Madame le maire et de lui redonner très officiellement son usine. Je crois qu'il faut continuer courageusement d'investir, continuer courageusement à être, je dirais, mobilisé pour la distribution de l'eau dans notre pays. D'un point de vue technique, ce captage a deux types de fonctionnement qui diffèrent selon l'abondance de l'eau. Le captage qui est en place permet de produire 125 m3, ce qui correspond à 3000 m3 jour. Par contre, la spécificité, c'est qu'on est 100 mètres plus bas que l'usine. Donc le captage envoie l'eau vers des pompes. Les pompes remontent l'eau sur 100 mètres. Et ces pompes permettent il y a deux modes de fonctionnement. Soit on fonctionne à un fonctionnement à 50%, où on remonte 70 m3 jusqu'à l'usine, ou alors on met en service les deux pompes. Et on produit du coup 125 m3. La commune se dit satisfaite de ce nouveau captage, surtout en cette période difficile qui s'annonce. Elle se tourne déjà vers d'autres projets. En plus de cette installation, pour laquelle nous sommes vraiment très contents et très fiers, nous avons aussi le renouvellement des réseaux, donc plus de 7 km de réseaux repris en ce moment. Et puis la commune a engagé des dépenses aussi, des investissements pour installer des surpresseurs sur deux châteaux d'eau pour lesquels nous n'avions plus d'activité depuis un certain temps. Donc ça nous fera 2 fois 1000 m3 d'eau que nous pourrons avoir et qui pourront surtout, grâce à des surpresseurs qui seront installés à ce niveau-là, desservir les points hauts, même en période de moins forte production. Livré en février 2016, ce second captage a donc été inauguré ce matin, un projet qui a pu voir le jour notamment grâce au conseil départemental qui a pris en charge la part de la commune à hauteur de 280 000 €. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guyane un an après la grande mobilisation populaire. Nous reviendrons sur les événements marquants avec le regard d'une responsable de barrage de l'époque. Et puis, nous irons également à Fort-de-France dans notre JT des communes où une expo photo rend hommage à Henri Vigana sur les grilles du théâtre municipal. Je vous le disais, cela fait tout juste 1 an que la Guyane se soulevait sous forme de mobilisation générale. Si les 500 frères ont été les grands acteurs de ce mouvement, d'autres participants un peu moins visibles ont joué des rôles tout aussi importants. C'est le cas de ceux qui avaient la responsabilité des barrages. 1 an après, ils s'en souviennent. Reportage d'Ayodele Germain. C'est ici que pendant 1 mois et demi, le principal barrage de la mobilisation de mars-avril 2017 a été érigé. 1 an après, Yolène Yekpong, l'une des responsables de l'organisation, se rappelle d'un moment de communion. Sur ce barrage, il y avait bien sûr toute une série d'acteurs. Dans les cuisinières qui ont fait un travail formidable parce que c'est vrai que, comme on dit chez nous, un sac vide pas qu'à bédoubout. Et donc ces personnes-là, c'était vraiment organisé pour qu'on ne manque de rien. Et puis je voudrais aussi souligner tout l'investissement, toute la mobilisation, toute la participation et toute la solidarité surtout de la population qui a compris à ce moment-là que les enjeux étaient importants et nous n'avons manqué de rien grâce à toutes ces personnes. Et puis toutes ces personnes aussi qui se sont mobilisées spontanément, qui sont venues, qui ont apporté leur aide et qui étaient là sur les barrages le jour, la nuit, parce qu'il nous fallait des équipes de jour, des équipes de nuit, il fallait de l'aide. Il fallait des bras et les gens ils sont venus sans qu'on ait rien demandé et ça je dis que vraiment c'est à saluer, c'était vraiment magique à ce moment-là, on vivait vraiment un véritable moment de communion.
Durant la mobilisation, 4 autres barrages ont pris place sur les principaux ronds-points de l'île de Cayenne. Ralentissant la vie économique, la fusée Ariane clouée au sol, pénurie de produits frais, dépôt de bilan de plusieurs dizaines de petites entreprises pour un résultat peu satisfaisant. Un an après, il est évident que nous ne sommes pas parvenus aux résultats que beaucoup escomptent. Nos attentes sont encore loin d'être comblées, puisque quand on sait que la Guyane a un retard infrastructurel important et quand on voit véritablement ce qui a été obtenu, on est quand même très loin du compte. Pour cette enseignante, le combat est loin d'être terminé. Ce que j'ai à cœur encore aujourd'hui, c'est le rétablissement de notre dignité, c'est-à-dire que dans ce combat, qui est véritablement un combat pour la dignité, parce que je pense que dès lors qu'on ne perd pas de vue ce thème central qui est celui de la dignité, eh bien on parviendra à obtenir tout ce qui découle de là, parce que la fameuse devise de la République, liberté, égalité, fraternité, doit avoir un sens, même chez nous. Et aujourd'hui, les députés du territoire ont la charge de veiller à la bonne application des annonces du gouvernement à l'époque. Gabriel Serville a d'ailleurs interpellé l'État dans le cadre des questions au gouvernement pour réclamer le plan d'urgence promis. Reportage. En 1960, à Cayenne, le général de Gaulle disait, je cite, « Il est conforme à la nature des choses qu'un pays qui a son caractère aussi particulier que le vôtre et qui est en somme éloigné est une sorte d'autonomie proportionnée aux conditions dans lesquelles il doit vivre. » De retour, en 1964, il annonçait un projet d'envergure pour assurer le développement, et je le cite encore, de cette terre lointaine, mais non pas terre oubliée. En réalité, il s'agissait d'y implanter la base spatiale, non pas pour développer la Guyane, mais essentiellement parce qu'elle offrait toutes les garanties pour une telle aventure, et notamment sa position géostratégique. En 1984, ce fut au tour du président Mitterrand de dénoncer des lancements de fusées sur fond de bidonville. À force d'espérer, la Guyane désespère, et à ce jour, elle continue de s'inquiéter quant aux suites qui seront réservées au plan d'urgence, et plus particulièrement au plan additionnel signé le 21 avril 2017. Car voyez-vous, malgré la publication au journal officiel de la République, qui leur confère un caractère juridiquement incontestable et opposable, votre gouvernement ne semble pas décidé à leur accorder les suites favorables attendues par notre population. Et la Guyane ne supporte plus de donner l'impression de quémander. Et pour cause, ses ressources minières, sa biodiversité, ses ressources halieutiques et sa position géostratégique devraient en faire un joyau singulier au sein de la République. Dès lors, que pouvez-vous répondre à la Guyane qui réclame simplement le strict respect de l'accord du 21 avril 2017 ? Comme je m'y étais personnellement engagée, le site internet permettant à chaque citoyen de suivre chaque mesure à destination de la Guyane et dans le projet effectivement qui avait été signé, dans le contrat, sera en ligne à la fin du mois. Et ce site, il sera, et c'est important, interactif, c'est-à-dire que nous allons pouvoir avoir les remarques des citoyens et pouvoir y répondre, et c'est extrêmement important parce que la transparence, c'est aussi notre méthode. De même, le budget 2017 que ce gouvernement a revu, comme le budget 2018 que ce gouvernement a conçu, traduit aussi le plan d'engagement en direction de la Guyane, et vous le savez aussi, et si vous voulez des exemples ou des preuves, puisque c'est le mot que vous utilisez, eh bien, des crédits exceptionnels de l'État sont prévus pour la construction scolaire, par exemple. 250 millions d'euros engagés sur 5 ans pour la construction de lycées et de collèges et 150 millions d'euros sur 10 ans pour les écoles. Autre engagement pris par le président de la République, en Guyane, la reprise de la gestion du RSA en Guyane, comme d'ailleurs à Mayotte, puisque nous l'appliquerons également à ce territoire. De retour en Martinique avec l'association Azalea Service qui a présenté cet après-midi son nouveau dispositif d'accompagnement des personnes âgées Vivre bien, vivre mieux, un programme qui promet un meilleur accompagnement des seniors à leur domicile en maintenant au maximum leur autonomie. Pour y parvenir, plusieurs experts interviennent auprès des bénéficiaires. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. Ce que nous proposons, ce sont des activités, ce ne sont pas des jeux. Ce sont des activités qui sont mises en place en collaboration avec la personne âgée. Ce n'est pas juste lui imposer des jeux, parce que ce sont des personnes. Donc nous lui proposons des activités à mettre en place au domicile qu'elles peuvent accepter de faire. Quel genre d'activités ? Alors ce sont des activités mémoire. Donc pour les personnes, donc, comme disait la psychologue tout à l'heure, ce sont des activités mémoire qui travaillent autant sur la mémoire à court terme que la mémoire à long terme, des activités psychomotrices aussi,
Donc, pour permettre à la personne de rester le plus longtemps possible indépendante. C'est justement ça le but de notre travail, c'est de permettre à la personne de rester indépendante chez elle le plus longtemps possible. Pause gourmande maintenant avec ce coup de projecteur sur un artisan chocolatier qui se prépare pour les fêtes de Pâques. Il se donne la mission de satisfaire les passionnés avec des produits locaux. Loïc Régis l'a rencontré en pleine création. Regardez. Après un brillant parcours en France et dans le reste de l'Europe, Fabrice Filin est revenu chez lui en Martinique. Installé ici depuis 2010, il tient à relever le niveau de l'activité tout en valorisant les produits locaux. Pour ce chocolatier, la culture martiniquaise de cacao doit encore se développer. En Martinique, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour les professionnels. Et justement, le chocolat, c'est l'équivalence de ce que nos rhums, nos vins. Et les cépages, je pense qu'aujourd'hui, les cépages sont limités. Aujourd'hui, j'utilise un chocolat de Madagascar. Et justement, qui est assez, pour un chocolat au lait qui est assez acidulé, c'est intéressant et pauvre en sucre. Fort de plusieurs expériences dans des restaurants gastronomiques, Fabrice vend maintenant ses œuvres dans son propre stand. En Martinique, nous avons un terroir qui est très riche. Et aujourd'hui, importer les produits, en tout cas pour le chocolat et pour la pâtisserie, je pense qu'aujourd'hui, on peut retrouver une majeure partie des matières premières pour faire notre production. Et aujourd'hui, on a une richesse qui est impressionnante et qu'on peut travailler avec. Intrigués par des publications sur les réseaux sociaux, certains clients ont fait le déplacement spécialement pour déguster ces pâtisseries fines. De longues minutes d'attente, puis vient le moment de découvrir les multiples saveurs. C'est très fin, en fait le beurre salé relève le goût du cacao et on le ressent très fortement. Donc il faut aimer le chocolat corsé, j'ai envie de dire, mais c'est absolument délicieux. C'est moins sucré. C'est plus raffiné, vous savez, on a moins l'impression que ça prend dans la gorge. Donc c'est plus facile et puis on en mange plus facilement 2 ou 3. Dans cette foire au chocolat, plusieurs artisans proposent des gourmandises à base de cacao martiniquais, une filière qui redémarre peu à peu. En tout cas, l'engouement est réel. Depuis 2015, nos producteurs replantent des cacaoyers chez eux sur leurs exploitations. Et donc d'ici 3-4 ans, on aura un boom de production en termes de cacao en Martinique. Et il y aura du volume dans 5 ans. À l'approche des fêtes de Pâques, le chocolat fait des émules. Fabrication artisanale ou production de groupes industriels cohabitent sur le marché pour le plus grand bonheur des gourmands. Tout aussi important et beaucoup plus sérieux par contre. Le collège de Place d'Armes 2 du Lamentin a reçu ce matin la visite de Georges Hérichaud, rédacteur du journal Justice. Une rencontre organisée dans le cadre de la semaine de la presse, l'occasion de sensibiliser les élèves au métier de journaliste et d'évoquer l'histoire de certains d'entre eux et non des moindres. Voyez les réactions recueillies par Yohan Boulard. On a parlé de l'affaire Andrea Liquéan. Et aussi, on parle du journal Justice, de son histoire, de ce qui s'est passé. Il est important de faire venir des sommités de la presse, des personnes qui sont engagées dans le milieu journalistique en Martinique, dans le milieu de la presse, afin que les élèves puissent se resituer leur histoire, comprendre l'importance de la presse dans la construction de la société en Martinique, ensuite comprendre le rôle d'un journaliste aujourd'hui, parce que nous avons, aujourd'hui le journalisme, l'information, c'est le 4e pouvoir. Donc je suis venu en tant que rédacteur de ce journal, m'entretenir avec les élèves, discuter avec eux, leur apporter des informations sur ce qu'est la presse, ce qu'est un journal, les étapes de fabrication d'un journal, les contraintes légales auxquelles sont soumises la presse, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire n'importe quoi, et aussi les difficultés du métier de journaliste, parce que c'est un métier qui est difficile, qui est même parfois dangereux. ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous propose une balade dans l'univers d'Henri Vigana, décédé en janvier dernier. Des photos installées sur les grilles du théâtre municipal de Fort-de-France pour rendre hommage aux journalistes et artistes. Hubert Bornil et Yohan Boulard se sont rendus sur place. Regardez.
Personnellement, je trouve cette exposition grandiose sur les grilles de la mairie de Fort-de-France avec toutes ces photos qui sont empreintes de sentiments. On entre dans l'âme du pays avec ces photos réalisées à l'époque par Henri Vigana et puis bien d'autres. Une exposition grandeur nature qui montre véritablement le talent de l'artiste. Cette dame qui s'arrête devant l'une des photographies a une pensée très émue pour Henri Vigana. Il m'a fait une photo en février 2009. J'avais un grand bas-croix. Alors, une fille, là, comment elle s'appelle, William, de RFO lui dit, fais une photo, elle est bien comme ça, avec ça. Et puis je devais le voir là, pour qu'il puisse me remettre la photo. Des façades d'habitation assez connues, de nombreuses scènes de la vie courante, comme ici le traditionnel coup de Seine, ou encore cette pêche exceptionnelle. On y voit des photos d'Henri Vigana et des photos des photographes amis qui ont bien voulu s'associer à l'hommage et saluer sa mémoire avec la maison martiniquaise de la photographie. Chaque photographie évoque un vécu. On y voit des personnages existants encore ou ayant disparu, mais ce qui surprend le plus, c'est la pureté, l'extraordinaire sensibilité de ces artistes qui ont su saisir l'instant et l'ont à jamais immortalisé. Henri Vigana était sûrement de ceux-là. Son ami et ancien collègue Charlie Montagnac est celui qui en parle le mieux. Henri est sorti des études, il est rentré en Martinique en 1974. Il a commencé à faire du développement, mais il fallait qu'il fasse des prises de vue. Et on a fait des prises de vue comme ça s'écrit. Ouais. Donc on ne peut pas se détacher de ça. J'ai toujours fait la lumière sur les photos d'Henri. Toutes les photos d'Henri, on a fait la lumière. Donc dès qu'il avait une photo à faire, il m'appelait pour faire l'éclairage. Une belle exposition à voir, notez que c'est jusqu'au 15 avril. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré de Bureau-Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèpeia. À tout de suite.